Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Let's Talk. Je reçois aujourd'hui M. Yaokpora Komiose Ukolo. Il est auteur du livre Plus jamais une victime de notre ignorance intellectuelle, le tome 1. C'est aux éditions Seine dans la collection MIC. Pour le présenter assez rapidement, il est né à Pagalagar, dans la préfecture de Blita, au Togo. Il est titulaire d'un bac littéraire. Il a été formé en action commerciale et vente. Il a travaillé dans la microfinance, d'abord comme caissier, ensuite comme chargé de la mobilisation de l'épargne, puis chef d'agence, avant de démissionner pour s'engager dans le métier qu'il considère comme celui de sa passion, l'agriculture. Et s'il est devant nous aujourd'hui, c'est parce qu'il est devenu aussi écrivain et qu'il a publié ce livre que je vous présentais au début et qu'il appelle un vaccin anti-chômage. Il ressemble à ça. Bonjour, Monsieur Yaokpora. Oui, bonjour, monsieur. Et bienvenue sur le plateau du New World Economy. Vous vous attaquez à un sujet de société qui est vraiment prégnant, qui est celui à la fois de la jeunesse et du chômage. Effectivement, nous avons choisi de nous attaquer à cette problématique parce que nous avons fait le constat selon lequel le chômage est vraiment devenu, si je peux le dire, l'étalon de nos sociétés. Et donc, il fallait vraiment apporter notre contribution pour remédier un tant soit peu à ce problème-là. Et quand vous en parlez, vous avez divisé le livre en 5 parties, en 5 chapitres, dans lesquels vous abordez plusieurs sujets. Il y a d'abord celui des aventures, vos aventures personnelles, parce que j'estime que ça part de votre expérience personnelle. Effectivement. Il y a un ton que vous utilisez qui est celui très paternel d'écrire en appelant vos lecteurs et vos lectrices mes enfants. Oui. Pourquoi ce choix ? Oui, j'ai choisi d'appeler mes lecteurs et lectrices mes enfants parce que d'abord, il faut dire que je considère que nous devrions, le livre-là est un patrimoine pour nos enfants d'abord. Et en plus, vu que nous abordons un sujet qui, vraiment, les gens ne le voient pas comme nous le voyons, il faudrait que les gens se mettent dans la peau des enfants pour pouvoir mieux comprendre le message. Puisque si les gens doivent considérer leur niveau où ils sont déjà, ce serait compliqué de comprendre la problématique que nous traitons dans ce livre. Et quand vous écrivez, il y a une partie dans le livre où vous dites, si on veut cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre. Pourtant, c'est dans un livre que vous vous adressez aux Africains. Effectivement, là-bas, je disais une chose. C'est là où moi j'ai découvert l'utilité de la lecture. Parce que quand je me suis rappelé qu'il est dit que quand on veut cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre, j'ai compris alors là que ça veut dire qu'il y a quelque chose de précieux dans les livres. C'est en ce moment que moi-même j'ai commencé par m'intéresser à la lecture. Et en découvrant maintenant la lecture, j'ai compris que la meilleure façon pour moi de lire, c'est d'écrire. Parce qu'à force d'écrire, je m'exerce davantage à la lecture. Et du coup, cela m'amène à découvrir davantage en vue de mûrir mes idées autour de mon livre. D'accord. Maintenant, quand vous dites par exemple « L'école importée est la source de ma révolte », c'est le titre du chapitre 2 de votre livre. Oui. Cela sous-entend quoi ? Oui, au fait, quand je parle de l'école importée, il faut dire que nous savons tous aujourd'hui qu'en réalité, nous sommes issus d'un système qui n'a pas été conçu ni par notre grand-père, ni par notre grand-mère. Est-ce que vous voyez ? Donc, c'est les grands-pères des autres qui se sont réunis pour décider de ce qu'il fallait nous enseigner, nous autres. Est-ce que vous comprenez ? Ça, à partir d'un moment, je me rends compte que si l'école avait été inventée par nos grands-pères, l'école ne formerait pas des gens pour qu'ils soient déversés sur le marché du chômage. Est-ce que vous comprenez un peu ? Du coup, je sens cette nécessité-là, en fait, qu'il faudrait qu'un jour, en tout cas, je ne sais pas ce serait quand, mais il faudrait quand même qu'à un moment donné, les Africains que nous sommes, nous puissions avoir le courage de faire table rase de tout ce que nous avons aujourd'hui comme connaissance qui fait de nous intellectuels et nous réinspirer de ce que nos ancêtres faisaient. Vous voyez. Donc, c'est un peu par rapport à ça que je parle de l'école importée. Parce que vous pensez que dans le système de l'Afrique ancienne, il n'y avait pas de chômage ? Oui, évidemment, il ne devrait pas avoir de chômage en Afrique. Parce que, imaginez-vous, nous sommes dans un continent où, d'abord, on est majoritairement jeune, donc on est brave. Et en plus de ça, nos terres sont fertiles.
Vous comprenez? L'agriculture seule suffit pour qu'il n'y ait pas de chômeurs en Afrique. Et grâce à cette agriculture, en principe, l'Afrique devrait, en tout cas à mon avis, demander la main-d'œuvre de l'extérieur. C'est-à-dire nous allons pouvoir employer des Occidentaux chez nous grâce à notre agriculture si nous en tenons compte. Parce que pour vous aujourd'hui, parce que vous avez dit le métier de votre passion, Effectivement. c'est l'agriculture. Effectivement. Mais la plupart des jeunes aujourd'hui considèrent qu'aller dans l'agriculture, c'est rater sa vie. Bon, ça c'est justement ce que nous disons. Tout ça c'est parce qu'on a mis dans notre tête cette idée selon laquelle on est allé à l'école, il faut forcément trouver du travail quelque part. Est-ce que vous voyez? Et aujourd'hui, il faut dire, ce n'est pas seulement les jeunes, c'est plutôt même les parents d'abord. Parce que aucun parent aujourd'hui ne souhaite que son enfant devienne agriculteur. J'ai été confronté à cette situation. Lorsque je m'amusais à annoncer ma démission parce que j'ai une passion, ce n'était pas bien vu au niveau de mes parents. Est-ce que vous voyez? Mais bon, puisque je voulais le faire, je ne savais pas à quoi ça devait ressembler, mais il fallait quand même oser. Est-ce que vous voyez? Alors que la jeunesse, dans sa globalité en Afrique, ne veut pas s'identifier à l'agriculture. Si vous prenez ma carte d'identité, c'est écrit cultivateur. Parce que quand j'ai dit agriculteur à la police, on me dit qu'il faut fournir un document pour attester que je suis agriculteur. J'ai dit, mais écoutez, moi je suis agriculteur, je fournis quel document? Ok, ils me disent, dans ce cas on met cultivateur, ça ne me dérange pas. Pourvu que cela est un trait avec la terre qui ne trompe personne. Et quelle est la différence, puisque vous en parlez, quelle est la différence entre un agriculteur et un cultivateur? Bon, je n'ai pas trop, à mon niveau, cherché à connaître cette différence, mais il faut dire que ceux qui connaissent plus, vous voyez, parce que nous sommes sur un terrain des connaisseurs, ils m'ont dit à la police, lorsque je devrais faire ma carte, ils m'ont dit, si c'est agriculteur, il faut une preuve. Maintenant, au cas où il n'y a pas de preuve, on met cultivateur. Donc je comprends qu'ils veulent estimer que le cultivateur, c'est le dernier complètement. L'agriculteur, au moins, doit avoir une attestation d'agriculture. Bon, moi, je n'en ai pas, mais je suis en agriculture, je le fais, c'est ma passion. C'est vrai que je n'ai pas encore de grandes portions, mais l'agriculture reste ma passion. Vous avez indiqué que votre désir d'écriture est venu du fait que vous vouliez vous-même vous reconnecter à certaines réalités et exprimer votre expérience, partager avec les autres. Mais Oui. que l'écriture a été précédée par la volonté de lire Oui. et que c'est parti de la bibliothèque de votre père. Racontez-nous comment vous le faites, parce qu'en plus vous conseillez quelque chose. Chaque jour, il faut lire au moins 10 minutes d'un livre, Oui. ou 10 pages plutôt, Oui, 10 pages. d'un livre. Oui, effectivement, il faut dire que quand on parle de la bibliothèque de mon père, en fait, ce n'est pas une bibliothèque, en fait. Seulement que la seule chose que j'ai hérité de mon père, c'est un livre. Bon, il y a beaucoup de choses, mais le livre-là, finalement, je me rends compte que c'est le meilleur des héritages que j'ai pu avoir. Pourquoi? Parce que j'ai fini par découvrir dans ce livre beaucoup de réalités. Et ce sont ces réalités qui m'amènent à être aujourd'hui un auteur. Est-ce que vous voyez? Et déjà, le fait d'être auteur, pour moi, c'est déjà une satisfaction. C'est vrai, la route, elle est là, mais quand même, il faut dire qu'on est déjà quand même en train de prendre un chemin. Dans le chapitre 3, vous évoquez l'ignorance et vous dites que l'ignorance est la source de nos malheurs. Effectivement. L'ignorance, il faut dire, il n'y a pas autre source de malheur que l'ignorance. Parce que moi-même, j'ai beaucoup été victime de cela. Vous voyez, parler de l'ignorance, en fait, chaque fois que je suis assis pour écrire, et je ne me sens pas vraiment bien dans ma peau, parce que j'ai été beaucoup ignorant. L'ignorance est la source de nos malheurs parce que, vous savez, quand vous ne connaissez pas, d'abord, pour moi, connaître, c'est d'abord savoir qui on est, quelles sont nos capacités, nos compétences, qu'est-ce qu'on peut faire. Pour moi, la connaissance ne commence pas par le fait de savoir qu'un plus un égale à 2. Ça, ce n'est même pas une connaissance. Tout le monde peut le dire. Mais la connaissance véritable pour moi, c'est de savoir qui je suis moi-même.
qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux apporter à ma société. Pour moi, c'est déjà une connaissance. Et puis quelque part, vous dites aussi, la connaissance, il faut la mettre au service de l'humanité, sinon ça ne sert à rien. Donc on doit passer de la théorie à la pratique, et si la pratique ne valide pas ce que vous apprenez, ça ne sert à rien. Non, mais écoutez, à quoi ça sert de dire qu'on connaît alors qu'à côté, il y a des gens qui souffrent, alors que notre connaissance était censée apporter des solutions à cela. Donc pour moi, si quelqu'un dit qu'il connaît et qu'il ne peut pas, à base de ses connaissances, sauver sa communauté ou bien apporter quoi que ce soit à sa communauté, moi je dis que ça c'est une connaissance dangereuse. Et en plus, vous allez rencontrer des gens, il dit il est connaisseur, il se présente comme un connaisseur, mais en réalité quand on regarde, sa connaissance ne lui sert pas à lui-même. Du coup, pour moi, une connaissance qui n'est pas pratiquée, qui n'est pas mise au service de la société, est dangereuse. Vous dites dans une autre partie que vous n'êtes pas contre l'école, mais l'impression que vous donnez, et vous l'écrivez même d'ailleurs, le gros problème de l'Afrique, ce sont ses intellectuels. Si. Au fait, le gros problème, ce sont les intellectuels. Pourquoi? Parce que... Qu'est-ce que vous leur reprochez? En fait, je ne leur reproche rien. Le truc, c'est quoi? Je vais expliquer ça. Le truc, c'est que vous et moi, nous pouvons dire que nous sommes des intellectuels parce que nous sommes allés à l'école. Est-ce que vous comprenez? Mais moi, mon problème, le fait que cette école soit conçue par quelqu'un d'autre, c'est là le problème. Maintenant, j'ai dans le livre pris le cas pratique des médecins. D'accord? Le médecin, ici chez nous, moi je dis que c'est bon, ils soignent les gens, ils posent des diagnostics. Mais en réalité, comme je parlais de l'agriculture, la médecine, elle seule également, si on devrait la pratiquer à l'africaine, peut sauver la situation du chômage dans nos pays. Parce que quand on prend l'exemple, quand on arrive à l'hôpital, vous voyez d'abord celui-là qui est chargé de la consultation. Il a un bic. Ce bic vient d'une entreprise occidentale. Il est assis sur une chaise qui vient de l'Occident. Il écrit sur un papier qui vient de l'Occident. Sa blouse vient de l'Occident. Ça veut dire que tout ça déjà, on a créé du travail là-bas, d'accord, des milliers d'emplois là-bas pour un simple emploi de chargé d'accueil dans un hôpital. Est-ce que vous voyez un peu? Quand on rencontre le médecin lui-même, il tient son truc, ils appellent ça tensiomètre, le thermomètre et autres. En fait, tout ce qu'on voit autour du médecin vient d'ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, moi, je souhaite qu'à un moment donné, on puisse faire en sorte que celui qui va dans la faculté de médecine se dise que je viens en médecine pour apprendre, mais après, je dois apprendre de façon, si je peux le dire, révolutionnaire. Pas comme ça se fait, mais je reviens vraiment mettre en valeur nos ressources. Nous avons plein de ressources ici. On peut fabriquer la blouse du médecin chez nous. On peut fabriquer les médicaments chez nous. Mais qui doit le faire? Oui, c'est le travail des intellectuels, soi-disant, normalement. Mais vu que celui qui a fait de nous des intellectuels n'a pas prévu que nous puissions être capables de le faire, vous voyez, quand nous sortons, en réalité, nous sommes incapables de faire des choses qui peuvent réellement sauver notre communauté. Et finalement, en réalité, je dis que nous sommes au service de l'Occident. Nous sommes au service des autres, en fait. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est ce point-là, c'est ça que je voudrais dire à ce niveau-là. Mais ça, c'est une prise de conscience qui, aujourd'hui, est en train d'être constatée. Vous avez constaté probablement, dans le livre, c'est écrit également par rapport à la situation dans le Sahel, Oui. que l'Afrique, les Africains aujourd'hui sont en train de se réveiller et qu'ils sont en train de repartir vers une certaine quête d'eux-mêmes, de leur histoire, d'explorer les richesses de leur continent pour davantage être en contact avec celui-ci et avec leur histoire. Oui, effectivement, il faut dire que nous sommes dans une ère où l'Afrique, je dirais que n'est plus vraiment dans un coma. D'accord? L'Afrique est en tout cas en train de se réveiller. Ou bien le stade du coma de l'Afrique est en train d'être amélioré. Est-ce que vous voyez un peu?
Et à l'heure où nous parlons, il faut dire que je ne suis pas le seul. Il y a pas mal de personnes qui font le même constat. Et aujourd'hui, les Africains le savent. Sauf que le vrai problème, c'est qu'il y a une question de doute. Il y a aussi le fait qu'on n'arrive pas à croire en nous. Si vous comprenez un peu. On n'arrive pas à croire en nos valeurs. Au point où même quand on pense à la chose, on a des difficultés à le dire. On a des difficultés à se prononcer. Et maintenant, le fait d'avoir ces difficultés fait que, bon, les gens murmurent seulement. Et au final, celui qui paye, c'est les gouvernants, les dirigeants, parce que tout le monde pense que c'est eux qui devraient vraiment changer la tendance. Alors que moi, mon avis, nous sommes tous africains, nous avons tous les mêmes droits, les mêmes devoirs, et donc, il ne revient pas seulement à une minorité de décider du développement, si je peux le dire, de notre communauté. Chacun doit apporter sa pierre. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est en fait, pour moi, une façon de briser le doute, briser le fait de ne pas avoir confiance en soi, qui m'a poussé à dire, mais tiens, il faut que j'écrive un livre. Comme ça, je vais quand même pouvoir m'exprimer, pouvoir dire ce que je pense. Et certainement, il y a des gens qui vont se retrouver dans ce lot. Vous voyez, d'ailleurs, il y a plein de personnes qui se retrouvent dedans. Sauf que, bon, tout le monde n'a pas ce courage de parler de façon ouverte. Souvent, on dit de l'école qu'elle est un laboratoire à produire des chômeurs. C'est-à-dire que malgré tous les diplômes derrière lesquels nous courons aujourd'hui, on se retrouve la plupart du temps avec un gros contingent de diplômés qui ne trouvent pas du travail. Effectivement. C'est le constat que vous dressez d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Oui. Mais vous ne découragez pas les gens d'aller à l'école. Vous leur demandez d'y aller. Oui. Mais qu'il faut être conscient du fait que souvent, ça se conclut par le chômage. Effectivement, parce que bon, tout de suite, je ne peux pas décourager les gens. Parce que je n'ai pas... C'est écrit. Je ne peux pas les décourager parce que je n'ai pas encore une formule à leur proposer. D'accord? Sinon, en réalité, ce que je souhaite, c'est que, tôt ou tard, il faut qu'il y ait une école purement africaine. Que les Africains s'asseyent pour inventer leur école et qu'ils mettent en place le système qu'ils voudraient, c'est-à-dire les modules qu'ils souhaiteraient et donner à leurs compatriotes. Parce que si l'Afrique devrait écrire son programme éducatif, il devrait être exclusivement recentré sur l'agriculture. Ça, c'est mon avis. Parce que dans l'agriculture, on aura tout. On aura le textile, on aura la médecine, on aura en fait tout. Est-ce que vous comprenez? Les supermarchés qui sont là, c'est l'agriculture à la base. Mais tout le monde ne peut pas être agriculteur. Non! Quand on parle d'agriculteur, vous devez comprendre que vous et moi, nous sommes assis ici grâce à un agriculteur. Parce que si même aujourd'hui, on n'a pas encore mis quelque chose dans la bouche, ce qui est sûr, hier, on a mis quelque chose et c'est ça qui nous soutient. Oui, non, je comprends que l'autosuffisance alimentaire est quelque chose de précieux. Oui. On doit être capable de manger, de produire ce qu'on mange. Effectivement. Mais au-delà de ça, il faut exercer d'autres métiers. Quand vous êtes bien nourri, il faut que vous soyez capable de vous habiller, il faut que vous soyez capable d'aller vous faire soigner, il faut que vous soyez capable de... Il y a plusieurs petites choses qu'il faut faire également au-delà de... Effectivement, je le disais tantôt, que l'agriculture peut s'occuper de pratiquement tous ces domaines parce que notre habit vient de quoi? Le coton, ça se cultive. On est d'accord? Bon, maintenant, si tout le monde dit, voilà, moi je suis parti à l'école, donc l'agriculture n'a qu'à s'asseoir. Non, c'est-à-dire, je voulais juste qu'on précise, que vous précisiez votre pensée en disant que l'agriculture permet d'accéder à l'autosuffisance alimentaire et que chacun devrait, par exemple, avoir une parcelle qui lui permette de façon autonome de nourrir sa famille. Mais en faire un métier, tout le monde ne peut pas en faire son métier. Effectivement, tout le monde ne peut pas faire de l'agriculture son métier. Mais mon idée est que tous les métiers, ou presque, devraient découler... gravitent autour de l'agriculture. Oui. Parce que quand on va dans une boutique d'alimentation générale, le gars, il est boutiquier, il vit pleinement de sa boutique. Mais en réalité, la base, c'est l'agriculture. Quand on va dans une usine de textile, d'accord, la base, c'est l'agriculture. Quand on va dans une savonnerie,
La base, c'est l'agriculture. Est-ce que vous voyez? Donc, vous comprenez que le fait de fuir progressivement ce domaine-là fera que demain, on risque qu'il n'y ait même pas d'usine. Alors que nous parlons qu'il faut, les gens disent qu'il faut qu'on crée davantage d'usines pour employer les jeunes. Mais attention, pendant qu'on fuit l'agriculture qui alimente les usines, on va les créer comment? Qui va les alimenter? C'est là le problème. Je ne sais pas si mon idée est un peu claire. Non, c'est clair. Je voulais également demander autre chose, c'est que à un certain moment, vous évoquiez également l'idée de... Cela me reviendra parce que j'ai relevé une partie dans votre expression qui était de dire j'ai eu l'aventure de l'entrepreneuriat, mais j'en suis revenu. C'est-à-dire que pour vous, alors qu'aujourd'hui tout le monde dit si tu ne trouves pas un emploi, crée le tien. Oui. Vous dites que vous avez fait cette aventure, mais que vous en êtes revenu, que ce n'est pas une si bonne idée que cela. Oui, en fait, vous savez, il faut dire que tout ce que nous faisons aujourd'hui est importé. Même quand on demande à la jeunesse aujourd'hui qu'il faut entreprendre, moi je trouve ça qu'en réalité, il y a aussi un problème derrière tout ça. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat dont nous parlons aujourd'hui, c'est les mêmes personnes dont nous parlons qui ont inventé notre école. C'est eux qui sont revenus nous dire, bon voilà, aujourd'hui, bon, l'emploi, il n'y en a plus tellement, mais retourner à l'entrepreneuriat. Et leur façon de nous enseigner l'entrepreneuriat est encore de la même façon qu'ils nous ont enseigné l'école, c'est-à-dire la théorie. Vous voyez un peu? Vous allez voir des gens, moi, la première fois où j'ai suivi une formation pour dire entrepreneuriat, leadership, tout ça, c'était encore, je crois, je venais d'avoir le bac. Mais au final, on est sorti, mais c'est vrai, c'est une formation dite pratique, mais je ne pouvais rien faire. Et personne de tout ce lot ne pouvait rien faire. Est-ce que vous voyez? Donc, si on doit s'attarder sur ce que les gens viennent nous dire... Est-ce que vous ne pouvez rien faire parce qu'on vous a mal appris ou parce que vous avez mal compris ce qu'on vous a appris? Non, pas que je n'ai pas bien compris. Oui. Le problème, c'est que la façon dont on nous parle de l'entrepreneuriat, pour moi, je dis que c'est un peu dangereux. Parce qu'on fait croire aux jeunes que l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est la meilleure des voies. L'entrepreneuriat, c'est être son propre patron. Et les gens, l'idée de patron là, les anime tellement que pour lui, il vient pour être patron. Alors que l'entrepreneur ne peut en aucun cas être un patron. Tout le monde peut être patron, sauf un entrepreneur. C'est ça, moi, mon expérience. Parce que un entrepreneur, par exemple, est appelé à vendre soit des produits, soit des services. Oui. On est d'accord. Maintenant, vos produits que vous vendez ou vos services, quelqu'un doit les acheter. Entre vous et celui qui achète vos produits, qui est patron? Bon, on dit que le client est roi. Le client est roi. Oui, c'est ça la veut dire formule que connue. si Oui. vous avez 1000 clients, Oui. que vous avez 1000 patrons, vous devez respecter leur choix. Maintenant, lorsqu'on dit aux jeunes que être entrepreneur, c'est être son propre patron, il vient dans la posture du patron. Il oublie que le client est roi et que c'est son patron. Au-delà de ça, même les employés sont les patrons de l'entrepreneur. Et s'il ne fait donc pas entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il entreprenne. Il faudrait qu'on entreprenne aussi de façon révolutionnaire, comme je le disais du côté de l'école. C'est-à-dire, en venant dans le monde de l'entreprise, on ne vient pas avec l'idée selon laquelle je veux devenir mon propre patron. Si vous comprenez? Ou bien comme si là-bas devrait être facile. Il faudrait que dans le livre, je souhaite que les jeunes puissent comprendre que l'entrepreneuriat est le domaine qui est bon, c'est un bon domaine, mais pas le domaine le plus facile. Je dirais même le plus compliqué. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est juste pour démystifier cette idée selon laquelle l'entrepreneuriat, c'est être son propre patron, c'est le meilleur des domaines, pour que les gens sachent ce qui peut les attendre en venant. Est-ce que vous comprenez? Vous prenez également dans le livre un changement de comportement à adopter et de nouvelles habitudes surtout qu'il faut intégrer dans le fonctionnement. Il y en a 3 notamment. La fréquentation des endroits de luxe qu'il ne faut plus avoir comme principe, la fréquentation des endroits bruyants, et puis les loisirs dont il faudrait se passer. Oui, vous savez, et généralement nous voyons
des Européens, en fait des Occidentaux, dire que voilà, j'ai pris des vacances, je suis en vacances. Ils ont le plein droit d'être en vacances. Mais moi, je dis qu'en Afrique, en tout cas pour l'instant, personne n'a le droit de prendre des vacances. Tu prends des vacances par rapport à quoi? Parce que tu peux dire que oui, j'ai gagné mon emploi, voilà, je vis chez moi, je suis dans ma maison, j'ai ma voiture, en fait, je me suffis. Mais attends, est-ce que tu es sûr que 100 ans après toi, tes arrière-petits-fils seront heureux? Pendant que tu prends des vacances, parce que tu te dis que tu te suffis, est-ce que 100 ans après toi, tes arrière-petits-fils seront heureux? Mais la capacité à produire dépend aussi de la capacité de se régénérer, de se reposer pour reprendre des forces. Si vous êtes fatigué et que vous continuez dans la lancée de votre fatigue, vous serez surmené, vous ne pourrez pas être productif. Ça se comprend, oui. Mais attention, vous savez, chez nous en Afrique, j'ai comme impression qu'on comprend un peu mal les choses. On est d'accord? Celui-là qui dit que je suis fatigué, je dois aller me reposer, pour moi, c'est celui-là qui a quand même le travail que tu as fait, pour lequel tu es fatigué. Il faudrait que, avant que tu ne partes te reposer, que tu sois là en train de voir le résultat que tu as déjà. Souvent, quand nous on est au champ, quand on est fatigué et qu'on vient se rasseoir sous l'arbre et qu'on regarde le champ, on est en train de voir ce qu'on a fait depuis le matin déjà. Est-ce que vous voyez? Bon, ok, tu es arrivé dans ton champ. Bon, vous voyez déjà que je disais qu'il faudrait que les gens se remettent dans la peau des enfants. D'accord? Du coup, tu arrives dans ton champ, tu n'as encore rien fait. Et puis tu comptes ta daba, tu t'assieds sous l'arbre, tu dis, bon, je suis tellement fatigué. Fatigué par rapport à quoi? Quand nous, on ne voit pas les résultats que les gens ont, et que nous les retrouvons dans des lieux de loisirs ou bien en train de dire, bon voilà, je suis là pour me détendre, vraiment la journée était chargée, tout ça. Mais je dis que ça détruit l'Afrique. Il faudrait que cette mentalité-là, on puisse commencer par la revoir. En tout cas, c'est ma façon de voir. De façon pratique, vous savez que beaucoup de jeunes aujourd'hui, dans les années 70, on parlait d'exode rural. Oui. Des jeunes qui quittaient les campagnes pour venir en ville parce que les conditions de vie ne leur convenaient pas. Mais aujourd'hui, on parle d'immigration d'Africains qui quittent le continent, souvent au risque de leur vie pour aller vers l'Europe ou vers d'autres continents qu'ils estiment meilleurs, plus adaptés pour ce qu'ils ont comme rêve par rapport à la réalisation de leurs ambitions. Comment est-ce que vous pouvez parler à ces jeunes-là qui aujourd'hui font face au chômage et sont obligés de prendre ces solutions pour y remédier? Qu'est-ce que vous leur conseillez? Oui, dans un premier temps, il faut dire que cette jeunesse-là doit avant tout commencer par croire en elle et croire en l'Afrique. Parce que vous savez, moi j'aime souvent dire que l'Europe, moi je n'envie pas l'Europe. Je vais peut-être un jour découvrir l'Europe, d'accord? Mais pas pour aller chercher quoi que ce soit. Parce que en réalité, les Européens n'arrivent pas à quitter nos territoires parce qu'ils viennent chercher quelque chose. Mais nous, on se tue pour aller là-bas. Soit disant qu'on va chercher quelque chose. Ils ont quoi là-bas? En tout cas, moi je dis, ils ont quoi? Si on doit revenir sur la base de l'égalité, où on permet à chaque peuple de rentrer dans sa propre peau et de faire tout selon ses réalités, je dis que l'Europe va se mettre à genoux devant l'Afrique. Là, vous êtes dans la théorie dont vous parliez, mais très pratiquement, comment on le fait? C'est-à-dire que l'idée, je pense que beaucoup d'Africains l'ont aujourd'hui, ils savent que leur continent est riche. La preuve, tout le monde vient en Afrique chercher des points de croissance. Mais comment concrètement on convainc les Africains de ne plus fuir leur continent quand tout le monde y vient chercher les richesses? Oui, c'est ce que je disais tantôt, il faudrait que la jeunesse commence par croire en elle. Et dès lors qu'on croit en nous, par exemple, moi, vous savez, la jeunesse, vous croisez un jeune de mon âge, par exemple, et que vous parlez d'agriculture, ils sont complexés. Si vous comprenez, c'est-à-dire qu'ils ne souhaitent pas qu'on les identifie à ce métier-là. On est d'accord? Ok, moi je dis, même si j'estime que j'ai un diplôme pour lequel je mérite d'être dans un bureau climatisé, on est d'accord? Pendant que je ne l'ai pas encore, ce n'est pas l'Europe la solution. On est d'accord. Je peux commencer quelque part. Vu que nous avons des terres, d'accord,
Je peux commencer un peu en agriculture. Quand je parle d'agriculture, il y a aussi l'élevage, tout ça, parce que tout le monde peut parler, se baisser, travailler, mais au moins l'élevage, c'est un truc comme ça. Et progressivement, en attendant, si notre ambition c'est d'entrer plus tard dans un bureau, on est d'accord. Et puis le problème, quand ces jeunes-là quittent pour aller en Europe, ils ne vont pas gratuitement. Des gens, j'ai suivi dernièrement quelqu'un, un Ivoirien, qui a réuni 2 millions de francs CFA pour se faire anarquer parce qu'on lui a proposé d'aller au Qatar, je pense. Mais écoutez, si moi j'ai 2 millions et que je ne peux rien faire chez moi avec 2 millions, ça veut dire que ce n'est pas ailleurs que je peux faire quelque chose. Très bien. Je rappelle le titre de votre livre, hein. Plus jamais une victime de notre ignorance intellectuelle, tome 1, un vaccin anti-chômage. Oui. Le livre est paru à la maison d'édition Seine, dans la collection MIC, et je crois qu'il sera public, sa sortie publique est prévue pour le 3 mai. Le 3 mai, effectivement, à l'Agora Senghor. À l'Agora Senghor. Ouais. Donc, merci d'être venu, Monsieur Yaouk Pora Komi Ose Ukolo. Ça a été un plaisir de vous recevoir et de discuter avec vous de ce sujet très intéressant qui est celui des jeunes face au chômage, les jeunes Africains face au chômage. Merci d'être venu. Merci. En tout cas, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Et vraiment, merci à New World Télévision pour cette opportunité. Je pense que la jeunesse, elle a compris. Et en tout cas, c'est un chemin qui est lancé. On va le poursuivre et certainement, ça donnera. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Merci à l'équipe technique. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette émission. On reste sur New World Economy. À très bientôt.